Mais il y a un endroit en particulier, je ne sais pas comment mieux le décrire que comme non terrestre. Ma copine et moi avons vécu quelque chose de très étrange ce week-end. On fait du trail. C'est un peu devenu notre truc. Hier, on a trouvé un point de départ de sentier en montagne, à environ 2 heures de Seattle, dans un coin assez reculé. On est donc parti tôt et on est arrivé au début du sentier vers 8 heures du matin. Le sentier était particulièrement difficile. Si raide qu'on s'est souvent retrouvé à marcher. Avec du recul, on aurait dû se douter que ce qu'on allait voir ensuite n'allait pas être ordinaire. À mi-parcours, en pleine descente abrupte, on croise une randonneuse seule, et on ne pense rien de particulier sur le moment. Elle devait avoir dans les 65 à 70 ans, et portait des vêtements entièrement blancs. Des habits modernes, parfaitement adaptés à la randonnée, pantalon, gilet, chapeau, tout blanc. Elle avait un bâton de marche et un sac à dos. Rien d'étrange dans sa tenue, juste une randonneuse. On lui dit bonjour, elle ne répond pas, mais ce n'était pas impoli, on courait en passant, c'était bref. On continue notre montée, ça devient plus dur mais on progresse d'environ 3 miles. On arrive à un endroit où le sentier devient une vieille route forestière très envahie par la végétation, dans une petite clairière. On grimpe une petite crête, et là, on aperçoit une randonneuse. Il s'était écoulé environ 30 minutes depuis qu'on avait vu la femme en blanc. Et pourtant, voilà une autre randonneuse, avec exactement la même tenue. Il n'y avait aucun embranchement sur le sentier, aucune autre direction possible. On aurait juré que c'était la même personne. Mais c'était impossible, non? On n'a pas compris tout de suite la bizarrerie de la situation. Étrangement, on a donc de nouveau dépassé. On a continué un peu, mais la route était complètement envahie par les buissons, impraticable. Alors on a fait demi-tour. On est donc repassé une dernière fois devant elle. Elle a dit quelque chose, du genre, on dirait que le sentier s'arrête ici. Sur le moment, ça ne nous a pas semblé étrange. Mais avec le recul, c'était étrange. On a repris notre course. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'on commence à réfléchir à ce qui s'était vraiment passé. Comment aurait-elle pu arriver là avant nous? Comment aurait-elle même pu atteindre cet endroit? On venait de courir 5 miles en montée, sur un terrain très raide. Et cette dame, d'environ 70 ans, aurait fait la même chose. Sur un sentier sans détour, sans chemin parallèle? À ce stade, le sentier était quasiment abandonné, à tel point qu'on avait été forcé de rebrousser chemin. Pourquoi était-elle là? Comment y était-elle arrivée? Était-ce bien la même personne? Et le plus étrange, sur le chemin du retour, nous ne l'avons jamais recroisée. Je vais partager un souvenir assez récent que mon partenaire et moi avons vécu dans les montagnes de l'ouest du Maine. Ce jour-là, nous étions bien engagés dans une longue randonnée, isolée, vers le sommet d'un pic reculé dans les Mahoosuc. Le temps était magnifique, ensoleillé avec quelques nuages épars, et la forêt, vivante, semblait respirer autour de nous. Aucun de nous ne parlait. Nous étions simplement en train de marcher, attentifs au bruissement des feuilles, au chant des oiseaux, à cette paix rare que la nature profonde offre parfois. Au bout d'un moment, j'ai remarqué qu'elle marchait beaucoup plus vite qu'à son habitude. Sur le moment, je me suis dit qu'elle devait juste vouloir se dépasser, ou peut-être qu'elle était impatiente d'atteindre le sommet. Je n'ai rien dit, mais quelque chose m'a paru étrange. Peu après, moi aussi j'ai commencé à ressentir une sensation difficile à expliquer, comme si nous étions observés. C'était diffus, invisible, mais persistant, un sentiment qui s'insinue sans raison apparente et qu'on préfère ignorer plutôt que d'y faire face. Alors que je contournais un virage étroit du sentier, j'ai vu quelque chose. Quelque chose qui m'a figé. À une centaine de mètres, entre les arbres, il y avait une forme. Une silhouette vaguement humaine, mais impossible à décrire précisément. C'était comme une absence de lumière, un vide noir, une présence qui ne semblait pas appartenir à ce monde. Elle ne bougeait pas, ou peut-être que si, mais sans mouvement perceptible. Et puis, en une seconde à peine,
cette chose a glissé hors de ma vue, derrière une élévation du terrain. C'était silencieux, presque irréel. C'est à ce moment que j'ai réalisé que la forêt autour de nous était devenue complètement muette. Plus un oiseau, plus un insecte. Le genre de silence qui vous pèse dans les oreilles, comme s'il ne s'agissait pas d'un simple arrêt des bruits naturels, mais d'un silence imposé, presque artificiel. Nous avons continué à marcher comme si de rien n'était, chacun retenant ses impressions. La sensation d'être épié a persisté encore un moment, mais elle s'est dissipée dès que nous avons dépassé la limite des arbres. Le retour s'est déroulé sans incident, et l'ambiance est redevenue normale. Ce n'est que plus tard qu'elle m'a avoué avoir marché aussi vite parce qu'elle, aussi, s'était sentie observée dès le début de l'ascension. Elle n'avait rien voulu dire sur le moment, pensant peut-être que ce n'était qu'un stress passager. J'étais en randonnée dans les contreforts des montagnes Sandia, près d'Albuquerque, avec un ami. On avançait tranquillement sur un petit sentier peu fréquenté, bordé de buissons secs et de roches rouges chauffées par le soleil. Le ciel était dégagé, l'air lourd mais calme. Rien ne laissait présager ce que j'allais voir. C'est là que ça s'est produit. Quelque chose a surgi de la végétation, à une vingtaine de mètres devant nous. Au début, j'ai cru que c'était un simple chien. Ça ressemblait beaucoup à un berger allemand adulte, bien proportionné, au pelage sombre. Mais très vite, j'ai compris que ce n'était pas un chien normal. Il y avait un détail impossible à ignorer. Sa bouche. Il arborait un sourire. Pas un rictus animal, pas une expression canine normale. Non. Une énorme bouche, étirée de façon grotesque, presque humaine, remplie de dents fines et serrées, figée dans une expression malsaine. Un sourire qui n'avait rien à faire sur une créature à quatre pattes. Ça m'a immédiatement fait penser à un personnage d'anime, Ryuk, dans Death Note. Sauf que là, ce n'était pas de la fiction. C'était devant moi. Et ce n'était pas tout. Il ne faisait aucun bruit. Pas de halètement, pas de branches cassées, pas de grognement. Même ses mouvements étaient étranges. Il ne courait pas vraiment. Il glissait, comme s'il flottait à quelques centimètres du sol, en ligne droite, droit vers nous, sans jamais réellement toucher la terre. Mon cœur s'est emballé, j'ai tourné la tête pour dire quelque chose à mon ami, peut-être hurler, peut-être courir, je ne sais pas. Mais quand j'ai regardé à nouveau vers l'endroit où il était, plus rien. Plus une trace. Comme si cette chose s'était évaporée dans l'air sec du désert. Elle était juste là, en approche directe, et la seconde d'après, disparue. Aucun bruit de fuite, aucune trace sur le sol, rien. Je suis resté figé. Mon ami, lui, n'avait rien vu. Il m'a juste regardé d'un air inquiet, demandant ce qui n'allait pas. J'ai bredouillé une excuse, mais au fond, je savais ce que j'avais vu. Ou plutôt, ce que je croyais avoir vu. Parce que plus j'y pense, plus cette scène me semble irréelle. Et pourtant, je ne peux pas l'oublier. Est-ce que quelqu'un d'autre a déjà vu quelque chose comme ça? Un chien qui ne marche pas, qui ne fait pas de bruit, qui sourit comme un démon dans un dessin animé. Parce que moi, je ne l'explique toujours pas. Et ça me hante plus que je ne l'aurais cru. Il y a 2 nuits, vers 23h, je conduisais seul sur l'Interstate 64, en plein milieu de la vallée de Shenandoah. La route était sombre, déserte, bordée de forêts épaisses et silencieuses. J'étais au téléphone avec mes parents, en train de discuter tranquillement, quand j'ai entendu un son qui m'a immédiatement glacé le sang. C'était un souffle, comme un grognement étouffé, mais accompagné d'un étrange ricanement. Un son à la fois proche et irréel, qui semblait se glisser directement dans mon oreille. J'ai arrêté de parler, pensant que peut-être ma mère avait ri à quelque chose que je venais de dire, et que le bruit était juste passé de façon étrange à travers le téléphone. Alors je lui ai demandé, un peu confus, « Pourquoi tu viens de faire ce rire bizarre ?» Elle m'a répondu aussitôt, surprise, « De quoi tu parles ?» Ni elle, ni mon père n'avaient entendu ou dit quoi que ce soit. Ils ne comprenaient pas ma question. Et c'est à ce moment-là que tout a changé dans l'ambiance.
J'ai senti mon sang se glacer dans mes veines, mes poils se sont hérissés sur la nuque. Un frisson intense, incontrôlable. J'ai été pris d'une sensation brutale, celle d'être observé. Mais pas de l'extérieur. De l'intérieur de la voiture. J'étais lancé à plus de 130 km/h dans le noir, sur une portion isolée de l'autoroute. Je ne pouvais pas tourner la tête. Pas sans risquer de perdre le contrôle. J'ai jeté un coup d'œil rapide au rétroviseur central. Il n'y avait rien. Pas de forme, pas d'ombre, pas de mouvement. Juste l'habitacle vide derrière moi, baigné dans l'obscurité. Pourtant, la sensation ne partait pas. Elle se faisait même plus lourde, comme si une présence s'était glissée sur la banquette arrière sans faire le moindre bruit. Dès que je suis arrivé à mon hôtel, je n'ai même pas coupé le moteur. J'ai pris mes affaires et je me suis précipité à l'intérieur, sans me retourner une seule fois. C'est seulement une fois dans ma chambre, avec la porte verrouillée, que j'ai pu respirer un peu plus librement. Je ne cherche pas à tirer de conclusion. Je ne sais pas ce que c'était. Peut-être un simple bug audio, un parasite du signal. Mais ce que j'ai entendu, je l'ai entendu comme si quelqu'un m'avait soufflé dans l'oreille. Et ce que j'ai ressenti ensuite, ce n'était pas une impression passagère. C'était une peur ancienne, animale, instinctive. Le genre de peur qu'on ne peut pas rationaliser. Je voulais juste raconter ça. Est-ce que quelqu'un a déjà vécu ce genre d'interférence ? Quelque chose d'aussi direct, aussi intime, comme si quelque chose avait profité du moment pour se glisser dans la conversation ? Je n'arrive pas à m'en débarrasser. C'est comme si une part de moi était restée là-bas, sur cette route vide, à écouter ce souffle encore une fois. Cela s'est passé il y a quelques années, pendant les vacances de printemps de ma dernière année de lycée. Je faisais une randonnée sur une portion du long trail, en direction du sud, de Glastonbury à Bennington. C'était le printemps typique du Vermont, avec des nuits très froides et des journées chaudes et boueuses, donc plutôt agréables pour marcher. J'avais prévu de prendre une journée pour reposer mes pieds, me baigner dans un étang et me rafraîchir, alors j'ai pris un détour par le sentier de Bald Mountain. Je suis arrivé à mon campement vers 5 heures, le soleil commençait à se coucher. J'ai installé mon hamac et ma bâche contre la pluie, puis j'ai allumé un feu. J'ai préparé un sachet de bœuf stroganoff déshydraté et j'ai décidé de m'allonger pour regarder les flammes. Je n'avais vu personne depuis midi, ce qui était étrange car c'est une section du sentier assez fréquentée. Peu à peu, j'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise. J'avais la nette impression que quelqu'un m'observait de loin. Finalement, je me suis assis le dos contre un érable, face au feu, en tenant mon couteau de camping. Quelques heures plus tard, vers 9 ou 10 heures, j'ai entendu un énorme fracas dans la forêt. On aurait dit un avion qui s'écrasait ou un train de marchandises juste à côté de moi. Ensuite, un silence total. Pas de vent, pas de feuilles qui bougent, pas de hibou, juste un calme absolu. Je me souviens avoir été vraiment mal à l'aise. J'ai crié pour voir si quelqu'un était là, mais en réponse j'ai commencé à entendre un bruit très discret et continu, comme si on frottait une clé sur une corde de basse, ou un grésillement de radio très grave. Je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai juste regardé la lune traverser lentement le ciel pendant que le bruit diminuait à mesure que le jour se levait. Dès que j'ai eu assez de lumière pour voir, j'ai ramassé mon équipement et j'ai couru jusqu'au sentier principal. J'y ai trouvé quelques personnes déjà debout et j'ai marché avec elles jusqu'à la fin du trajet. Mon fiancé, mes 2 chiens et moi avons fait une très longue route pour rejoindre notre lieu de camping dans les Ozarks. Plus précisément dans la Barkshed Recreational Area dans l'Arkansas. Nous avons conduit toute la journée du mercredi 19 mai pour arriver à notre emplacement et nous installer avant la tombée de la nuit. Nous étions complètement seuls sur le terrain, ce qui était logique puisque c'était en milieu de semaine, et juste avant le week-end du Memorial Day. Le lieu qu'on avait choisi était une zone récréative, donc sans branchement électrique, sans eau, sans toilette et bien sûr sans personnel. Pendant qu'on installait le campement, j'ai commencé à entendre un bruit rythmique, grave, que je n'avais même pas remarqué consciemment au départ. Je ne sais pas pourquoi,
mais quelque chose me mettait mal à l'aise. On a continué à s'installer malgré tout, car tout semblait parfait jusque-là. Mais ensuite, j'ai remarqué que nos 2 chiens fixaient l'autre côté de la petite rivière de montagne, en direction de la forêt. C'est là que je me suis demandé, est-ce que ce bruit étrange venait de cette direction? Et maintenant, les chiens l'entendent eux aussi? J'ai demandé à mon copain d'arrêter de planter les piquets et d'écouter ce bruit. Il l'a entendu lui aussi, et les chiens semblaient encore plus en alerte que nous, parce que tous les autres sons s'étaient arrêtés. Plus de bruit d'insectes, de grenouilles, d'oiseaux, même plus le bruit de nos sacs ou de nos voix. Rien. Au début, on a essayé de rationaliser. Ce devait être un de ces bruits de montagne auxquels on n'est pas habitué, vu qu'on vient d'une région assez plate. Mon copain a même suggéré que ça pouvait être des rochers qui se stabilisent. Je n'étais pas convaincu, mais je n'avais aucune envie d'aller vérifier ça au crépuscule, dans un endroit où il peut y avoir des ours, alors que notre campement n'était même pas encore prêt. Alors qu'on ajoutait les dernières touches, comme un tapis et une guirlande solaire pour les nuits à venir, le bruit s'est intensifié. Il devenait plus clair, plus distinct. Ce n'était plus juste un bruit grave. Il y avait toujours des basses, mais c'était comme si quelque chose articulait des syllabes sans queue ni tête, faisait une pause, puis en répétait d'autres. Ça se rapprochait petit à petit, comme si ça venait jusqu'au bord de la rivière en face de nous. Et je te jure sur tout ce que j'aime que c'était comme si quelque chose parlait, un genre de murmure statique, comme si une voiture avec les haut-parleurs cassés s'était arrêtée à un feu rouge à côté de toi, en diffusant du gothic trap, mais sans la musique. Juste la partie parlée, étouffée, pleine de grésillements, et toi, dans ta voiture avec les fenêtres fermées. J'ai eu beaucoup de mal à ne pas dire à mon copain qu'il fallait partir tout de suite. On avait tous les 2 entendu le son, et les chiens aussi. Mais très vite, le bruit s'est éloigné, presque disparu. Alors on a décidé de se glisser dans la tente et d'essayer de dormir. Cette nuit-là, je me suis réveillé plusieurs fois à cause de ma chienne qui tremblait et grognait. Quand je tendais l'oreille, j'entendais encore ce même bruit grave, lointain, dans la nuit. J'ai quand même réussi à dormir quelques heures. Heureusement, le jour s'est levé avant que le bruit ne revienne. Les 3 nuits suivantes ont été complètement normales. Remplies de sons familiers des montagnes, grenouilles des bois, ouaouarons, engoulevents, cigales et chouettes. Le vendredi soir, d'autres campeurs nous ont rejoints, puis encore plus le samedi. Mon copain m'a aussi demandé en mariage en plein milieu d'une rivière peu profonde pendant notre grande randonnée de 18 miles, et bien sûr, j'ai dit oui. Mis à part ce bruit étrange et menaçant de la première nuit, c'était le plus beau voyage que j'aurais pu imaginer. Je me demande juste si quelqu'un pourrait avoir une explication rationnelle à ce phénomène. Je peux répondre à vos questions dans les commentaires si vous avez besoin de précision. J'espérais avoir des informations sur d'éventuels mythes ou légendes liées à quelque chose dans les montagnes du sud de l'Arizona. Mon mari est originaire de cette région. Il a grandi à Bisbee, dans les montagnes Catalina, près de la frontière mexicaine. Il est parti assez jeune et y retourne rarement. Je lui ai demandé plusieurs fois si on pouvait aller visiter, je n'y suis jamais allé, mais il a toujours été catégorique, il ne veut pas y retourner, et il m'a dit à plusieurs reprises qu'il ressentait quelque chose de pas naturel dans ces montagnes. Eh bien, nous sommes là-bas en ce moment. Il avait des affaires de famille à régler et j'ai réussi à le convaincre de nous laisser, les enfants et moi, l'accompagner pour un petit séjour d'été. La ville en elle-même est charmante, je l'apprécie beaucoup, mais mon mari semble anormalement nerveux vis-à-vis des environs. La journée, ça va. Il est d'accord pour aller faire de la randonnée avec moi ou conduire un peu en dehors de la ville. Mais dès que la soirée approche, il devient visiblement tendu et il insiste fortement pour que nous ne restions pas hors de la ville après la tombée de la nuit. Il ne se calme que lorsqu'on est revenu à l'hôtel. Je lui ai redemandé, comme je l'ai déjà fait auparavant, ce qui le met autant mal à l'aise dans cette région. Il donne toujours des réponses vagues, du genre « des choses bizarres se passent dans ces montagnes ». Je lui ai demandé s'il avait peur des animaux sauvages, mais il insiste sur le fait qu'il s'agit de quelque chose d'autre, sans vraiment vouloir entrer dans les détails. À chaque fois qu'on sort,
il insiste pour que je reste proche de lui et refuse catégoriquement que j'aille dans certains endroits. Il y a même eu des moments où, en pleine randonnée, il s'est arrêté net et m'a dit qu'il voulait qu'on fasse demi-tour immédiatement. Je dois reconnaître que ces montagnes ont parfois une atmosphère un peu étrange. Mais lui, il en a carrément peur, et il n'arrive pas à expliquer pourquoi. J'aime bien la région, mais sa peur commence à me contaminer. Et moi aussi, j'ai déjà ressenti dans certains lieux une sensation de malaise inexpliquée, comme si quelque chose n'allait pas. Ce comportement n'est vraiment pas normal chez lui. C'est un ancien combattant, habitué à être en extérieur dans des endroits bien plus dangereux, objectivement, que l'Arizona. Mais ici, il ne se sent pas en sécurité. Et ce qu'il redoute n'est ni animal ni humain. J'ai vécu un temps sur la réserve Epsi dans les Smoky Mountains. Il y a un endroit appelé Thomas Divide qui est connu depuis des décennies pour des phénomènes étranges, notamment des orbes lumineuses flottantes. La tradition veut qu'on s'arrête à un certain point de vue, qu'on fasse clignoter les phares de sa voiture 3 fois en direction des montagnes, puis qu'on attende. C'est un phénomène bien documenté, dont on trouve même des écrits. Un soir, mon ex et moi avons décidé d'aller voir par nous-mêmes. On monte en voiture jusqu'à l'aire de stationnement, de nuit. On se gare sur la partie gauche du dégagement, on coupe le moteur, on fait clignoter les phares 3 fois vers les montagnes en contrebas et on attend. Il fait nuit, mais l'endroit est un espace dégagé avec du gravier, entouré de forêts, et la lune est pleine, donc on voit très bien les alentours. On voit toute la zone autour de la voiture, et il n'y a absolument personne. Nos vitres sont baissées. La majorité de la zone dégagée est sur ma droite, car on s'est garé un peu plus à gauche, et on fait face aux montagnes. On discute tranquillement, on passe un bon moment. Mon ex refait clignoter les phares 3 fois puisque rien ne s'est passé jusque-là. J'ai le bras posé sur la portière, à regarder les étoiles, et je dis à voix haute que tout ça est stupide, que rien ne se passe. Et là, juste après que j'ai dit ça, on commence à entendre des bruits de pas au bout de la clairière. Il se rapproche rapidement, du côté de ma portière. Les pas sont légers, rapides, comme ceux d'un enfant qui court. Je suis sceptique de nature, donc je me dis qu'il doit y avoir une explication rationnelle. La lune éclaire très bien la scène, je vois tout, mais je ne vois absolument rien venir dans notre direction. Pourtant j'entends clairement les pas sur le gravier. Je commence à me pencher dehors par ma fenêtre, j'essaie de voir ce qui approche, parce que forcément, il doit y avoir une explication, et je veux savoir ce que c'est. Les pas arrivent jusqu'à ma portière et quelque chose percute physiquement la voiture. Je suis en train de regarder ma portière et le sol juste à côté, et je ne vois rien. Pourtant, quelque chose d'invisible a frappé la voiture avec assez de force pour produire un grand bang, comme un coup de poing, et la voiture a légèrement bougé. On a entendu le bruit, vu la secousse, mais il n'y avait absolument rien de visible qui ait causé ça. Les yeux de mon ex se sont agrandis et il m'a demandé si c'était moi qui avais fait ça, il pensait que je le taquinais, même s'il avait aussi entendu les pas et savait que je n'avais rien à voir avec ça. Je lui ai répondu, hors de question, ce n'était pas moi. Alors il a enclenché la marche arrière à toute vitesse et on est parti en trombe jusqu'à la maison. Lui aussi regardait partout autour de la voiture pendant qu'on entendait les bruits de pas, et il n'a jamais vu ce qui les causait. Il a seulement entendu les pas, comme moi. Mon frère et moi partagions une vieille maison décrépite dans une petite ville de montagne, ici au Colorado. La maison nous avait été louée sans qu'on nous raconte quoi que ce soit à son sujet, mais elle parlait d'elle-même. Personne n'avait pris la peine de la rénover depuis sa construction, mais elle n'était pas négligée pour autant, juste ancienne. Quand on se tenait devant la maison ou qu'on arrivait en voiture dans l'allée, on pouvait littéralement sentir sa présence. Et une fois à l'intérieur, peu importe combien de lumière était allumée, il y avait toujours une sorte d'obscurité permanente, et personne ne se gênait pour le remarquer. La petite amie de mon frère est malheureusement décédée dans le salon, et mon frère est lui aussi mort dans cette maison en 2011. Je suis parti immédiatement après, mais je partage encore souvent des histoires à son sujet et sur les expériences étranges vécues dans cette maison. Celle que je vais raconter ici concerne le sous-sol.
Le sous-sol semblait être le cœur de cette obscurité. L'énergie qui émanait de l'escalier menant vers le bas était indescriptible. L'escalier partait directement de la cuisine, avec une rampe qui descendait vers le sous-sol. Des panneaux de bois couvraient les deux côtés des marches jusqu'à la dernière marche, et même là, il fallait faire 2 pas de plus avant de pouvoir voir autour du coin menant à l'espace ouvert où se trouvaient des équipements de sport et autres affaires. À chaque marche, on avait l'impression que nos pieds devenaient plus lourds, que notre cœur se mettait à battre plus fort, et un sentiment de peur ou d'angoisse nous envahissait. À certains moments, je refusais catégoriquement de descendre, tellement cette sensation de terreur était forte. Mon frère ressentait exactement la même chose. Parfois, il prenait son panier de linge, commençait à descendre et faisait aussitôt demi-tour. Il disait que c'était comme si quelqu'un l'attendait en bas des marches, prêt à surgir pour lui faire peur. Et je comprenais parfaitement ce qu'il voulait dire. J'avais moi aussi la certitude que, si je descendais jusqu'en bas et faisais les quelques pas pour tourner le coin, quelque chose allait se manifester. Et j'avais déjà la sensation que, quoi que ce soit, ça ne voulait pas notre bien, ni à lui, ni à moi. On entendait des coups sourds et des petits bruits venir du sous-sol. Il nous arrivait d'être en pleine conversation et de soudain entendre des bruits de pas remontant du sous-sol, qui s'arrêtaient net dès qu'on les remarquait. Les chiens refusaient d'y descendre. On organisait des parties de poker entre amis, et les chiens restaient à l'étage, loin de l'escalier, et semblaient vraiment choqués quand on remontait, comme s'ils nous demandaient « Vous allez bien ?» À un moment donné, on a décidé de rénover le sous-sol parce qu'on avait acheté une nouvelle machine à laver. Les murs étaient couverts de ces panneaux de bois moches, un vrai style Brady Bunch, et en commençant à les arracher, on a découvert qu'un trou avait été creusé dans la fondation en béton. Quelqu'un avait carrément creusé un trou dans la terre à côté de la fondation. Il y avait aussi des marques de comptage gravées dans le béton, comme si quelqu'un avait noté quelque chose, et on a trouvé des billes à l'intérieur du trou. En retirant les panneaux sous l'escalier, on est tombé sur des affaires oubliées de quelqu'un. Des boîtes remplies de vieux journaux couverts de poussière, et une malle vide. C'était tellement étrange. Quelqu'un avait tout simplement cloué ça derrière les panneaux. Mon frère et moi n'avons pas cherché plus loin dans les boîtes, tellement il y avait de poussière, et on a tout jeté. 2 de nos bons amis étaient venus nous aider à peindre, avec de la musique et de la bière, pour rendre ça un peu fun. Mais à chaque pause, on avait l'impression d'entrer dans une pièce que quelqu'un venait tout juste de quitter. Difficile à décrire, mais c'était comme si la pièce portait encore la présence de quelqu'un. Parfois, des objets comme des clés ou du plastique avaient changé de place. Nos amis ont eux aussi été troublés par la maison, et ils ont leurs propres souvenirs à raconter, que je partagerai ici une autre fois. Les phénomènes étranges ont continué dans cette maison, avec la même intensité, jour après jour, sans relâche. Quelque chose cognait le lit la nuit ou passait rapidement dans le long couloir. Une petite maison de montagne pleine de hantises, c'est certain. J'ai parlé avec mon grand-père décédé au sommet d'une montagne. C'était étrange, car je ne l'ai connu que bébé, et il est mort quand j'avais 5 mois. Il vient me voir en rêve tous les quelques années, toujours au même endroit. C'est toujours ce même sommet de montagne paradisiaque, avec des temples et des cerisiers en fleurs. On s'assoit toujours sur notre banc habituel, face au coucher de soleil. Je n'ai jamais vu son visage dans ses rêves, nous sommes toujours tournés vers les montagnes. On prend toujours un moment pour se raconter nos vies, pour rattraper le temps. En plein milieu de la conversation, cette fois-là, il s'est tourné vers moi, sans que je voie son visage pour autant, et m'a dit que je devais aller dans la chambre de ma fille. J'étais confus, je lui ai demandé de quoi il parlait. Il m'a alors dit qu'elle était en train de vomir, mais qu'elle était allongée sur le dos, et que je devais y aller maintenant. Il s'est ensuite excusé pour la brièveté de notre échange et m'a poussé. Je me suis réveillé instantanément, et je suis allé directement dans la chambre de ma fille. Et effectivement, elle était en train de vomir, allongée sur le dos. Le volume du babyphone était coupé, je m'étais endormi avant de le rallumer, et sa chambre est à l'autre bout de la maison, donc je n'aurais rien entendu. Je ne sais toujours pas comment cela a été possible, mais je crois sincèrement que mon grand-père a sauvé la vie de ma fille.
Mon meilleur ami et moi avions fait une randonnée jusqu'à un lac dans la péninsule Olympique. Il faisait nuit et nous étions installés sur notre emplacement depuis un bon moment. On a décidé de faire une petite promenade nocturne le long de la rivière qui alimentait le lac, pour aller jusqu'à la berge. Sur le rivage, il y a un énorme rocher isolé, avec une plaque de bronze dessus, je ne me souviens plus de ce qu'elle disait. On a grimpé sur le rocher et on s'est allongé pour regarder les étoiles. Mon ami observait ce qu'il pensait être un satellite. Moi, je regardais un ensemble de 4 étoiles qui formaient un genre de cadre. Une étoile dans chaque coin, rien au centre. Ce n'était pas un carré parfait, mais on voyait bien la forme. Mon ami essayait de me montrer son satellite, parce qu'il commençait à bouger bizarrement. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu un objet entrer lentement dans ma boîte d'étoiles, puis s'arrêter net, en plein centre. L'objet passait donc d'un mouvement fluide dans le ciel à un arrêt complet. On voyait tous les deux la même chose. Et ça ne s'est pas arrêté là. L'objet a commencé à bouger de manière étrange, toujours à l'intérieur du cadre d'étoiles. Pas des mouvements rapides et brusques, mais plutôt des déplacements perceptibles, irréguliers. Il zigzaguait, montait, descendait, sans jamais sortir de la zone. On n'a rien filmé, mais c'était vraiment fou sur le moment, et aujourd'hui encore, ça nous dépasse complètement. C'est une histoire tout simplement glaçante. L'un des récits les plus persistants à propos des créatures étranges dans les Appalaches est celui de la Banshee. Mais pourquoi une créature issue du folklore écossais aurait-elle une telle longévité dans les régions reculées des États-Unis? Eh bien, c'est parce que des gens l'ont entendu. Moi y compris. Il y a quelques années, je faisais une randonnée en solitaire dans le Tennessee. Je profitais des sentiers forestiers, marchant tranquillement. Je veillais à faire un peu de bruit avec mon équipement, car il y a des ours noirs dans la région, et ils peuvent être dangereux si on les surprend. La matinée avait été paisible. Le plus gros animal que j'avais vu, c'était une biche qui s'était enfuie dans les broussailles. À part ça, je n'entendais que les oiseaux, le bruit de mes pas sur la terre, et mon souffle pendant que je montais les pentes. Puis, j'ai entendu un son qui m'a glacé le sang. C'était comme un cri de femme. Il n'y avait pas de mots, juste un hurlement montant puis descendant. C'était fort, net, et ça a duré quelques secondes avant de s'éteindre. Je me suis figé sur place. Mon cœur battait si fort que je ne percevais plus que ça. Juste au moment où je commençais à croire que j'étais peut-être déshydraté et en train d'halluciner, je l'ai entendu de nouveau. Le son venait du même endroit, mais il avait une intonation encore plus étrange. C'était vaguement humain, mais indéniablement inhumain en même temps. À ce moment-là, j'ai fait demi-tour, calmement, et j'ai rebroussé chemin. J'ai trouvé une vieille piste forestière qu'on utilisait autrefois pour l'exploitation du bois, et je l'ai suivie jusqu'à ma voiture, loin de ce bruit. Pendant tout le trajet, j'avais du mal à respirer. Même après que les cris aient disparu au loin, l'angoisse me serrait toujours la poitrine. J'avais entendu parler de la Banshee, et j'étais à moitié convaincu que c'était bien ce que j'avais entendu. Je n'ai jamais été du genre à croire aux histoires de fantômes, mais cette fois, je l'avais entendu moi-même, du moins, je le croyais. Quelques mois plus tard, en racontant mon histoire à mon oncle, un grand habitué des activités en pleine nature, il s'est mis à rire et m'a montré une vidéo. C'était exactement ça. Ce que j'avais entendu, ce n'était pas une Banshee, ni une femme, mais un puma en chaleur. Ce cri était en fait un appel à un partenaire. Et si tu regardes cette vidéo, tu peux facilement comprendre à quel point entendre ça, seul en pleine forêt, peut être terrifiant. Même si ce n'était pas une créature surnaturelle, c'était bel et bien un danger réel, donc j'ai bien fait de partir. Et c'est exactement pour cette raison que la légende de la Banshee perdure dans les Appalaches. Les pumas font partie de la faune locale, et leurs cris ont quelque chose de presque humain. Cela remonte à environ 22 ans. C'est à propos de l'ex-mari de ma tante. À l'époque, il vivait près d'un site touristique très connu, quelque part dans les montagnes en Inde. Il tenait une petite boutique dans la ville,
et leur maison se trouvait plus haut, en suivant une route escarpée dans les collines. Une nuit, assez tard, il devait être environ minuit 30, il rentrait chez lui après le travail sur son scooter quand il a crevé. Comme la maison n'était pas très loin et qu'il connaissait bien la route, il a décidé de finir le trajet à pied. Le chemin était raide, sans aucun éclairage public, mais il y était habitué. Alors qu'il marchait, il a soudain senti la température chuter. Tout est devenu silencieux, et il a eu cette sensation étrange, comme si quelque chose clochait. Quelques minutes plus tard, il a entendu le petit ding-ding d'une sonnette de vélo derrière lui. Il s'est retourné, personne. Rien du tout. Quand il se tourne à nouveau vers l'avant, un homme marche à côté de lui. Quelqu'un qui lui semble familier, mais qu'il n'arrive pas à identifier. Même la voix lui rappelait quelqu'un, mais il était incapable de dire qui. Ils ont continué à marcher ensemble, mais ce type se comportait bizarrement, il parlait d'une voix basse, en avalant un peu ses mots. Il n'arrêtait pas de lui demander une cigarette, encore et encore. L'ex-mari fumait à l'époque, mais là, il ne voulait pas lui en donner. Quelque chose lui paraissait louche. Et tout à coup, l'homme lui a posé la main sur l'épaule, comme s'ils étaient de vieux amis. La main était lourde, mais il n'a rien dit. Ils étaient presque arrivés près de chez lui quand il a réentendu la sonnette de vélo. Cette fois, il s'est retourné rapidement, mais encore une fois, personne derrière. Et quand il s'est retourné vers l'avant, l'homme avait disparu. Mais le plus terrifiant, c'est qu'il sentait toujours la pression sur son épaule. Comme si la main était encore là. Paniqué, il s'est mis à courir jusqu'à la maison. Ma grand-mère l'attendait, elle a dit qu'il était pâle comme un linge et en sueur. Il est allé se coucher sans rien dire. Le lendemain matin, il s'est levé pour prendre une douche chaude. Mais dès que l'eau a touché son dos, il a hurlé de douleur, son épaule le brûlait. En regardant dans le miroir, il a vu des marques de griffures, comme si quelque chose avait enfoncé ses ongles dans sa peau. Et c'est là que l'histoire devient encore plus étrange. Les gens du coin croient que certaines entités ou esprits peuvent apparaître sous une apparence familière ou avec une voix connue. Ils essaient de vous tromper en demandant des choses comme des cigarettes ou de l'alcool, des choses considérées comme des vices. Si on leur donne, ils font exprès de les laisser tomber et vous demandent de les ramasser. C'est à ce moment-là qu'ils frappent, ils essaient de vous posséder ou de vous blesser. Un autre détail troublant, l'endroit exact où cet homme a disparu se trouve à seulement quelques pas d'un petit temple. Les locaux disent qu'il est protégé par une déesse très puissante. C'est sans doute pour cela que l'esprit a disparu à cet endroit précis. Et encore aujourd'hui, toutes ces années plus tard, il porte toujours les marques de griffures, à peine visibles, sur l'épaule. Pour l'anniversaire de ma compagne, je l'ai emmenée à Gatlinburg, une petite ville touristique très connue dans les Smoky Mountains, au Tennessee. Il n'y a qu'une grande rue principale bordée de magasins et de restos, typiques. On a campé la première nuit à quelques kilomètres en forêt, dans un endroit très fréquenté, le Elkmont Campground. C'était magnifique. De grands arbres verts, presque comme des jeunes séquoias. Une rivière claire semée de rochers, des familles et des enfants qui couraient un peu partout. Comme on avait emprunté une tente, on s'est rendu compte qu'on n'avait pas de piquet. On est donc retourné en ville acheter ce qu'il nous fallait, des piquets, du whisky et des hot dogs. Le soleil se couchait quand on est revenu au camping. La plupart des campeurs étaient autour de leur feu de camp qui s'éteignait ou en train de ranger pour la nuit qui tombait rapidement. Notre tente tenait encore debout, mais elle était toute froissée, faute de piquet. On l'a réparée, puis on a allumé un feu. Quelques heures plus tard, vers minuit, on était encore autour du feu. C'est le genre de camping où les emplacements sont espacés d'environ 30 mètres les uns des autres. Comme des ours passent régulièrement dans le coin, ma copine était déjà un peu tendue. C'est pour ça que j'avais choisi un emplacement bien au centre du terrain. À cette heure-là, tout le monde dormait. Le seul bruit qu'on entendait, c'était le crépitement de notre feu et l'eau de la rivière qui glissait entre les rochers. Le ciel était couvert, la lune en croissant à peine visible. On avait des lampes torchées, et j'éclairais parfois les alentours,
juste pour vérifier qu'aucun ours n'était planqué dans les buissons en train de nous espionner. Et soudain, de nulle part, une lumière venue du site derrière ma copine et à ma gauche s'est mise à briller directement sur nous, puis a bougé frénétiquement tout autour, comme l'œil de Sauron. Ce qui ressemblait à un homme, avec la démarche la plus étrange que j'ai jamais vue, portait une lampe frontale et était penché sur sa table de pique-nique. Sa façon de bouger me rappelait un peu Jar Jar Binks. Ce n'était pas naturel. En le regardant du coin de l'œil, je le voyais fixer sa lumière sur la table, et à chaque fois que je tournais franchement la tête vers lui, il orientait sa lampe droit sur nous. Je ne pouvais distinguer que le contour de sa silhouette, entièrement noire, comme s'il portait une combinaison intégrale. Par moments, je braquais ma lampe vers son emplacement, mais à chaque fois, il se remettait à nous éclairer de manière insistante, presque dérangeante. Ce site était pourtant vide plus tôt dans la soirée. Personne ne semblait y être installé. Ses mouvements étaient répétitifs et bizarres. Pendant près d'une heure, il allait de la table à son abri, il éclairait sa table, faisait quelques gestes à peine visibles, puis marchait 5 pas jusqu'à sa tente, éclairait sa tente, revenait à la table, et recommençait. Il faisait toujours une pause pour braquer sa lampe sur nous. S'il cherchait simplement quelque chose, il devait être sous l'effet d'un sacré cocktail. À un moment, sa lumière est restée braquée sur nous un peu trop longtemps à mon goût. Alors j'ai braqué la mienne sur lui, aussi. Et là, je suis passé de l'agacement à l'instinct de survie. Un frisson m'a traversé le dos. J'ai vu la silhouette disparaître, comme avalée devant mes yeux, et la lumière de sa frontale est tombée au sol, puis a glissé à vive allure jusqu'au buisson, bondissant légèrement comme si elle courait ou sautait. Ce n'était pas comme si on avait lancé la lampe, non. C'était comme si elle avait couru toute seule. J'ai éteint ma lampe et j'ai regardé. La lumière s'est mise à ressortir lentement des buissons, à remonter à la hauteur d'un homme, et la silhouette est revenue, sortant des buissons pour recommencer ses allers-retours bizarres. Pendant tout ce temps, on n'a pas entendu le moindre son venant de lui. Pas un mot. Pas un pas. Rien. Un peu plus tard, on a fini par aller se coucher. Et ce homme-ombre, lui, était toujours là, dans sa routine étrange. Le lendemain matin, la tente à cet emplacement avait disparu. Comme si personne n'y avait jamais été. Plus tard, j'ai découvert qu'à seulement 1 mile de là se trouvait une petite ville abandonnée appelée Elkmont Ghost Town, avec des bâtiments déserts et même un cimetière, un peu plus haut sur un sentier. Je n'ai rien trouvé d'autre à propos de phénomènes étranges là-bas. Mais franchement, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'il y ait d'autres histoires sur l'homme à la lampe frontale. Mon ami et moi avons vécu une expérience vraiment étrange lors d'une randonnée en brousse, et nous n'avons jamais vraiment réussi à comprendre ce qui s'est passé. Je suis curieux de savoir si quelqu'un ici aurait une idée de ce que nous avons vécu ou de ce que nous avons pu rencontrer. Nous étions tous les deux des randonneurs plutôt expérimentés, assez confiants sur ce sentier, même s'il n'était pas très bien balisé ni très fréquenté, et que nous ne l'avions jamais emprunté auparavant. Nous sommes partis à 8 heures du matin en informant nos familles de notre destination et en leur disant que nous serions de retour au plus tard à 16 heures. Au bout d'environ 2 heures de marche, nous avons eu le premier signe que quelque chose clochait. Notre GPS ne fonctionnait pas correctement, il indiquait que nous étions dans une zone complètement différente. C'était étrange, mais pas inquiétant puisque nous avions une carte papier. Vers 13 heures, les choses sont devenues vraiment bizarres. Nous nous sommes arrêtés pour consulter la carte. Mon ami a dit, « Je crois qu'on a pris un mauvais chemin quelque part », puis nous avons tous les deux eu une sensation de déséquilibre pendant quelques secondes, et soudain il faisait nuit. En regardant l'heure, il était 17h41. Nous avions perdu près de 5 heures. C'est à ce moment-là que nous avons commencé à entendre cette étrange respiration lourde dans la direction vers laquelle nous marchions. On aurait dit qu'une personne respirait juste à côté de nous, mais il n'y avait personne en vue, et lorsque nous avons appelé, personne n'a répondu. Nous vivons en Australie, donc il n'y avait pas vraiment de gros prédateurs à craindre, mais on entend parfois des histoires de personnes étranges qui traînent dans la brousse et attaquent des randonneurs. Nous étions tous les deux très mal à l'aise, et nous ne voulions pas avancer vers le bruit de respiration.
En plus, nous étions d'accord pour dire que nous avions dû faire demi-tour à un moment, alors nous avons rebroussé chemin. Nous avons envisagé d'appeler à l'aide avec notre téléphone satellite, mais nous avons décidé d'essayer d'abord de revenir sur nos pas jusqu'à retrouver notre chemin avant de demander de l'aide. La respiration nous suivait pendant que nous marchions. Nous commencions à nous sentir étourdis. Nous étions persuadés qu'un tueur en série nous suivait, et trop effrayés pour nous arrêter et appeler de l'aide, pensant qu'avertir cette personne pourrait la pousser à attaquer. Finalement, j'étais trop faible pour continuer à marcher, alors nous nous sommes arrêtés et avons appelé les secours. On nous a dit de rester sur place et d'attendre qu'on vienne nous chercher, mais le bruit de respiration ne disparaissait pas, alors nous avons continué à avancer dès que je me sentais assez bien pour marcher quelques minutes. Le bruit continuait à nous suivre. Finalement, nous avons trouvé un escalier qui était indiqué sur la carte, ce qui nous a permis de mieux indiquer notre position au secours. Je me suis évanoui en attendant qu'ils arrivent, et mon ami m'a raconté que la respiration continuait, et semblait même tourner autour de nous. Il n'y avait jamais de bruit de pas ni d'indice qu'il y avait quelqu'un, mis à part cette respiration. Elle a admis qu'au moment où les secours sont arrivés, elle était en état d'hystérie. Nous avons tous les deux été secourus sans blessure physique. L'origine de la respiration, de notre étourdissement et de notre perte de temps n'a jamais été identifiée, et on a vite mis tout ça sur le compte de la panique. Même nos familles ne nous ont pas cru, pensant qu'on s'était simplement perdu et qu'on avait eu honte de demander de l'aide. Peu après, elle m'a confié qu'elle faisait des cauchemars à propos du bruit de respiration, du vertige et du malaise qu'elle avait ressenti. Elle m'a dit qu'elle ne voulait plus jamais faire de randonnée ou camper, et à ma connaissance, elle ne l'a jamais refait. C'est à peu près la dernière fois que j'ai eu de ses nouvelles pendant plus de 2 ans, jusqu'à ce qu'elle me recontacte il y a quelques semaines pour qu'on se revoie. On a eu une courte discussion, mais on n'a pas reparlé de cet incident. Tragiquement, une semaine plus tard, elle s'est suicidée. Je ne sais pas dans quelle mesure notre expérience a pu jouer un rôle dans sa santé mentale. Je sais qu'il y a toujours de nombreux facteurs dans un suicide, et ce serait irréaliste de croire que j'aurais pu l'empêcher. Mais je me sens vraiment coupable de ne pas avoir gardé le contact avec elle. Personne d'autre ne l'a cru à propos de ce qui s'est passé, et je sais que ça l'a beaucoup affecté. Je ne sais pas si j'aurai un jour une explication ou un sentiment de clôture sur ce qui nous est arrivé et sur la manière dont cela a pu ou non contribuer à sa mort. Je me demande juste si cette expérience semble familière à quelqu'un, si quelqu'un a déjà entendu parler de quelque chose de semblable. Tout cela s'est passé en 1985 et 1986, mais ce sont des choses que mon ami et moi n'oublierons jamais. Je travaillais l'été dans un ancien centre de retraite dans les montagnes de Caroline du Nord, avec une 50aine d'autres jeunes adultes. C'était vraiment amusant. Bien que le site comporte de nombreux bâtiments modernes, il était dominé par une immense bâtisse blanche construite en 1912. Il est important de préciser que la majeure partie de ce bâtiment est en réalité une extension naturelle de la montagne elle-même. Il a été construit avec les arbres de l'endroit exact où il se trouve, ainsi qu'avec les roches et les blocs utilisés pour les fondations. Il fait 3 étages, mais en réalité 5 si l'on compte le sous-sol et le grenier rempli de chauves-souris. C'était fascinant de les voir sortir en masse chaque soir. La façade du bâtiment présente un immense portique avec des colonnes blanches qui montent sur les 3 niveaux. Ce porche est rempli de chaises berçantes, d'où l'on peut admirer une vue majestueuse sur les Smoky Mountains. Mais c'est à l'arrière du bâtiment que nous travaillions. L'arrière était encadré par 2 grandes ailes qui formaient un U. On entrait dans les locaux d'entretien par un escalier de secours qui menait directement au 2e étage, à une seule porte métallique verte. Je connaissais bien cette porte. L'entretien était mon service pendant 3 étés, et même si ce n'était que la fin de mon premier été, je la connaissais déjà par cœur. Elle était grande, verte, métallique et lourde comme pas possible, avec une poignée à tirer à l'extérieur et une barre à pousser de l'intérieur. Elle ne restait jamais ouverte. En fait, la réglementation incendie exigeait qu'elle reste fermée en permanence, et elle était conçue pour se refermer automatiquement. Mais bien sûr, l'été, sans climatisation dans le bâtiment, on la coinçait avec un seau plein d'eau, peu importe les règles. Je sais que tout ça est un peu long,
mais je pense que ces détails sont importants. Quelques nuits avant notre départ, nous étions en train de nettoyer nos dortoirs tout en essayant d'organiser une fête, quand nous avons tous manqué de produits de nettoyage. Vers 9 heures du soir, mon meilleur ami et moi avons pris la voiture pour aller en chercher à l'arrière du bâtiment. Ce n'était pas très loin, mais il y avait une pente raide qu'on n'avait pas envie de monter à pied. J'ai garé la voiture juste devant les escaliers et nous sommes descendus. C'est à ce moment-là que nous avons tous les deux commencé à nous sentir bizarres. L'air était immobile et étouffant, et j'avais l'impression que le bâtiment nous avalait. Nous étions debout au centre, avec ces ailes massives qui s'élevaient autour de nous. Le bâtiment était complètement sombre, déjà fermé à clé pour l'hiver. Mon ami était avec moi plus tôt dans la journée, quand j'avais verrouillé cette porte, celle en haut des escaliers. En montant, j'ai ressenti une pression oppressante et j'ai dû m'arrêter. Mon ami aussi. Je lui ai dit que j'avais peur, et il m'a avoué ressentir la même chose. Je n'avais jamais eu peur de ce bâtiment avant, et j'y avais passé beaucoup de temps seul, à explorer le sous-sol et le grenier. On a repris notre ascension lentement, et quelques marches plus haut, j'ai littéralement senti un frisson glacé descendre le long de ma colonne vertébrale. Je sais que c'est un cliché ridicule, mais je n'ai jamais ressenti une chose pareille avant ou depuis. C'était comme si quelqu'un avait pressé un glaçon contre mon dos. Quand nous sommes enfin arrivés en haut des marches, au moment précis où j'ai posé le pied sur le palier, cette foutue porte s'est ouverte en grand toute seule, nous révélant le petit vestibule baigné de la lumière rouge de la sortie de secours. C'était comme si elle nous invitait à entrer, et nous l'avons tous les deux ressenti, mais ce n'était pas du tout accueillant. En fait, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Même aujourd'hui, 37 ans plus tard, j'en frissonne encore. Nous sommes restés là, paralysés, pendant ce qui m'a semblé durer des minutes, jusqu'à ce que je perde complètement les pédales, que je me mette à hurler de façon incohérente et que je dévale les escaliers en sautant bien trop de marches. On a couru en criant et en hurlant en haut de la pente, abandonnant ma voiture derrière nous. Tout le monde est descendu pour fouiller le bâtiment avec nous. Il était vide, évidemment, et la porte était bien fermée et verrouillée à notre retour. Personne n'aurait pu l'ouvrir et s'enfuir sans qu'on l'entende. Le sol grinçait à chaque pas et quelqu'un courant à l'intérieur aurait fait un vacarme énorme. J'ai envisagé toutes les explications possibles, mais je n'ai toujours aucune idée de ce qui s'est passé ce soir-là. J'ai continué à travailler dans ce bâtiment pendant encore 3 étés, et j'ai d'autres histoires si ça t'intéresse. Mon ami est resté y travailler un hiver entier et il y a vu l'homme au chapeau, dans ce même bâtiment. Il y a une petite ville dans le nord isolé du Montana, juste au bord d'une rivière à l'entrée du parc national de Glacier, près de la frontière canadienne, où j'ai vécu plusieurs expériences que je n'arrive toujours pas à expliquer. Mon copain et moi y allons souvent en été. On est passionné de pêche à la mouche et de rafting, et c'est un peu notre refuge préféré. L'endroit est d'une beauté incroyable. Il y a un bar qui fait aussi salle de concert, une minuscule épicerie au centre du village, mais pas de réseau, pas de Wi-Fi, et pour y accéder il faut rouler longtemps sur une piste de terre. D'immenses montagnes, une rivière tumultueuse, et cette sensation étrange d'être ailleurs. On dit souvent à la blague que c'est un portail. La première chose bizarre s'est produite il y a environ 4 ans. Nous étions là-bas avec 3 amis, logés dans une cabane privée appartenant à une connaissance. Elle était assez proche d'autres cabanes. Après avoir fait un barbecue et traîné autour du feu jusqu'à minuit environ, tout le monde est allé se coucher sauf mon copain et moi. On est resté pour récupérer un truc dans la voiture et on a fini par s'asseoir dans la benne du pick-up, à discuter et à regarder les étoiles. C'est à ce moment-là qu'on l'a entendu. Un seul claquement fort, venu de quelque part derrière nous, à peut-être une centaine de mètres. Quelques secondes plus tard, un autre claquement, encore un seul, mais cette fois à notre droite. Puis un autre à gauche. Ils étaient espacés, ni rapides ni désordonnés, et chacun venait clairement d'une direction différente. Puis un nouveau claquement est venu de derrière nous, mais plus proche cette fois, à environ 75 mètres. Un à la fois, fort, venant dans le différent. Ça semblait intentionnel, comme si quelque chose tournait autour de nous. À un moment,
on a entendu un autre claquement et les chiens du coin ont commencé à aboyer. On s'est regardé sans dire un mot. On était figé. Puis il y en a eu un dernier. Celui-là était si proche qu'on a eu l'impression qu'il venait juste à côté. Sans un mot, on a sauté sur nos pieds et on a couru vers la cabane. Je n'ai jamais couru aussi vite de ma vie. Ce n'était pas juste parce qu'on était mal à l'aise. C'était cette panique totale, celle où ton cerveau hurle de rentrer à l'intérieur. Dès qu'on a fermé la porte derrière nous, on a entendu un dernier claquement. Il venait juste de l'orée du bois, à peut-être 5 mètres. L'an dernier, on est retourné dans le coin, cette fois pour camper une dizaine de kilomètres plus loin, près d'un endroit peu connu le long de la rivière qu'on descendait en journée. On était un petit groupe avec plusieurs tentes, et un gars qu'on ne connaissait pas campait pas très loin dans un van aménagé. Il était sympa, on a discuté un moment. Il nous a dit qu'il avait été dans l'armée de l'air. Plus tard dans la soirée, notre groupe d'amis était un peu dispersé. Certains étaient autour du feu, d'autres près de la rivière, et quelqu'un était parti derrière les arbres pour faire pipi. J'ai levé les yeux et j'ai vu une lumière rapide dans le ciel, un peu comme une étoile filante, allant de droite à gauche. Mais soudain, elle s'est arrêtée net, est devenue plus brillante, a clignoté, a flotté un instant en brillant fort, puis elle est partie à la verticale dans le ciel à une vitesse incroyable avant de disparaître. Immédiatement, des gens dans tout le camping ont commencé à crier « Vous avez vu ça ?» y compris le gars dans le van. Il est venu vers nous en disant qu'il l'avait vu aussi, et que ce n'était pas la première fois. Il nous a raconté avoir vu ce même phénomène à 2 reprises exactement à ce même endroit. Vu son passé dans l'armée de l'air, ça donnait encore plus de poids à sa réaction choquée. Plus tard dans la nuit, on a aussi vu passer des satellites Starlink, et cela était facile à reconnaître, rien à voir avec ce qu'on avait vu plus tôt. Un mois plus tard, on était de retour en ville au bar, à écouter un concert. On a commencé à discuter avec l'un des musiciens du groupe, en parlant de la région en général, et le camping a été mentionné en passant. On n'a rien dit de ce qu'on avait vécu là-bas. Mais le musicien a dit, « Ce camping est magnifique, mais chaque fois que j'y vais, je vois des ovnis. » On l'a juste regardé sans voix. On a aussi un ami qui travaille pour le parc national de Glacier, et il a déjà vu ou entendu parler de véhicules gouvernementaux non identifiés qui se rendent dans cette zone plus d'une fois. Je vais retourner à ce même camping en juillet, et je raconterai sans faute si quelque chose d'étrange se produit à nouveau. Il y a quelques étés, je vivais et travaillais dans une ferme au nord de la Californie. Je vivais sur place avec une quinzaine ou une vingtaine d'autres personnes, et au moment de cette histoire, je dormais dans un dortoir rustique avec 7 autres. C'était vraiment un endroit magnifique, niché dans les montagnes, près du sommet d'une colline. Un soir, après le dîner et une longue journée de travail, je suis monté avec quelques personnes au point le plus élevé de la propriété, un endroit sans aucun arbre, où l'on avait la meilleure vue sur le ciel nocturne. On y allait souvent pendant les pauses ou la nuit, car à cet endroit si reculé, sans aucune pollution lumineuse, les étoiles brillaient de façon si intense et si nombreuse qu'on avait l'impression d'être dans un planétarium ou une boule à neige. Ce soir-là en particulier, il y avait une pluie de météores, donc nous étions 5 à assister au spectacle. Petit à petit, tout le monde est redescendu vers le centre de la propriété, jusqu'à ce qu'il ne reste que moi et un autre homme, un monsieur plus âgé, très gentil, qui travaillait comme agent de sécurité sur la ferme. J'ai dit que j'allais rentrer, et il a proposé de m'accompagner, parce qu'il faisait noir et que, après tout, c'était son rôle. Nous avons descendu la colline en discutant du ciel, en empruntant un sentier en courbe qui longeait la colline et traversait un bosquet de trembles. Il faisait sombre, bien sûr, mais je connaissais ce chemin par cœur. À ce moment-là, je travaillais sur la ferme depuis un mois, je connaissais bien les lieux et les gens. J'avais apprécié la pluie d'étoiles filantes et je pensais simplement retourner discuter un peu, puis aller dormir. Mais alors que nous marchions le long de ce sentier, j'ai été soudainement envahi par une sensation de peur intense et étrange. C'était comme si tous les poils de mon corps se dressaient. Ma respiration s'est ralentie, elle est devenue superficielle. Je ne savais pas ce que c'était, mais j'ai ressenti de manière irrépressible que quelque chose approchait.
J'ai voulu en parler à l'homme à côté de moi, mais j'étais incapable de parler. Tout en moi me hurlait de fuir, de me mettre à courir, mais je ne voulais pas passer pour une folle. Il n'y avait aucune raison à ma peur. Cette sensation a continué à monter pendant environ 1 minute, alors que nous marchions toujours. Le sentiment de menace s'intensifiait, et étrangement, j'avais l'impression de me préparer à quelque chose. C'était confus, et je cherchais frénétiquement une explication. Avais-je senti un animal? Est-ce que cet homme allait me faire du mal? Je me suis mis à passer mentalement en revue les techniques de défense que je connaissais. Si je criais, tout le monde m'entendrait, alors ça n'avait aucun sens qu'il tente quoi que ce soit ici. On n'était pas loin du dortoir, il y avait encore des gens dehors. Cette peur n'avait aucun sens, mais elle ne cessait d'augmenter. Mon adrénaline était à son comble. Et puis, au moment où j'étais submergé par cette peur, une voix calme mais sceptique dans ma tête m'a dit « J'espère que tu es prête pour ça ». J'ai tout de suite eu une réaction de confusion, mais alors que je pensais « C'est une drôle de pensée », j'ai été soudainement attaqué par quelque chose. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça a l'air fou, mais j'ai vraiment eu l'impression que quelque chose me livrait un combat à l'intérieur. Comme si mon âme ou mon esprit était la cible. Comme si une force extérieure essayait de prendre le dessus sur moi. J'étais envahi par la peur, et ce combat intérieur contre une forme de noirceur m'a happé. Je ne pouvais rien faire d'autre qu'avancer, un pas après l'autre, mais j'étais à peine consciente de mon corps, de l'homme qui marchait avec moi, ou de quoi que ce soit d'autre, à part cette lutte inexplicable qui se déroulait en moi. Le plus étrange, c'est que dès que cette chose m'a frappé et que ce combat a commencé, la même voix dans ma tête, celle qui avait dit « J'espère que tu es prête », a commencé à répéter encore et encore « Je suis lumière pure, je suis lumière pure, je suis lumière pure ». C'était comme si je le criais intérieurement, à travers une obscurité que je ne comprenais pas, mais qui m'étouffait. 1 minute plus tard, ce qui m'a semblé durer une éternité, la sensation s'est simplement dissipée. Disparue. Complètement. Je pouvais respirer, voir, penser. J'étais bouleversé, mais je n'avais plus peur. L'homme n'avait pas remarqué mon silence, et nous avons tourné le dernier virage du sentier, à une centaine de mètres du dortoir. Je l'ai remercié de m'avoir accompagné, puis je suis monté directement dans ma chambre. Je suis resté là, allongé, totalement secoué, incapable d'expliquer ce qui venait de se passer. J'ai souffert d'anxiété toute ma vie et je connais bien les crises de panique. Mais ce n'était pas du tout comme une crise de panique. Même si elles peuvent surgir sans raison, les miennes n'ont jamais été accompagnées de cette envie de fuir, de voix, ou de cette obscurité étrange et écrasante. Et le plus bizarre pour moi, c'est que je ne sais pas d'où est venue cette phrase « Je suis lumière pure ». Je ne sais pas pourquoi je l'ai pensée, ni pourquoi je l'ai répétée. Allongé dans mon lit, j'ai fini par la chercher sur Google, gaspillant mes maigres données mobiles et avec une connexion affreusement lente. Tous les résultats étaient religieux. L'un était une prière. Un autre parlait de la lumière blanche pure de Jésus. Ça m'a glacé le sang. Je ne suis pas croyante. Je n'ai pas mis les pieds dans une église depuis des années. Je ne connais pas de prière par cœur. Alors d'où ça sortait? Et pourquoi à ce moment-là, aussi spontanément? J'ai hésité à en parler, mais certaines personnes ont remarqué que j'étais encore secoué le lendemain. J'en ai parlé en privé avec une femme là-bas, que j'appellerai Ali, qui avait à peu près mon âge. J'ai senti qu'elle comprendrait. J'ai commencé à lui raconter ce qui m'était arrivé après la pluie d'étoiles filantes, pendant que je rentrais. Je ne sais pas comment l'expliquer, ai-je dit, j'ai eu l'impression d'être attaqué. Elle m'a aussitôt interrompu, a levé les yeux de ce qu'elle faisait, et m'a demandé exactement où j'étais. Sur le virage, là-bas, juste après les trembles, ai-je répondu en pointant. Elle a pincé les lèvres et grimacé. N'en dis pas plus, m'a-t-elle dit. Je passe par là chaque soir pour rejoindre ma tante, et chaque soir je récite des prières jusqu'à ce que je sois arrivé. Ce qui m'a marqué, c'est que je savais qu'Ali avait été élevée dans la foi musulmane, mais qu'elle ne pratiquait plus et ne se disait pas croyante. Je sais que c'est fou, a-t-elle ajouté, je ne sais pas si ça aide, mais j'ai l'impression que oui. Il y a quelque chose de sombre à cet endroit.
Je ne pense pas qu'on devrait en parler. J'ai acquiescé et on est retourné à notre travail. On en a reparlé un peu plus tard, je lui ai raconté l'histoire par petits bouts. Mais la plupart du temps, je lui lançais juste un regard complice ou un sourire d'encouragement quand elle partait pour sa tante. J'ai quitté la ferme peu de temps après. Il y a eu d'autres choses, non paranormales, qui m'ont fait comprendre que je poussais un peu trop ma chance en restant là. Je ne raconte pas cette histoire à beaucoup de gens. Ça fait quelques années maintenant, et malgré le temps et la distance, je suis toujours convaincu que ce que j'ai vécu était réel et anormal. Je n'ai jamais revécu quelque chose de semblable, même dans des situations où j'ai eu peur. Pour être clair, je n'étais ni ivre ni sous l'emprise de quoi que ce soit. Et pour ceux que ça intéresse, j'ai appris quelques détails qui pourraient ou non avoir un sens. Ces montagnes, comme beaucoup d'endroits aux États-Unis, ont été le théâtre de guerres et de massacres contre les peuples autochtones. Le chemin que je suivais longeait aussi une sorte de creux naturel dans la montagne, une ancienne piste animale. Peu d'animaux l'utilisent aujourd'hui à cause de la présence humaine, mais il est évident que c'en était une. Je ne partage cette histoire que parce qu'on me l'a demandé plusieurs fois, même si je sais que beaucoup penseront qu'il ne s'agissait que d'une forme de crise d'angoisse. Mais j'espère quand même qu'un jour, je trouverai d'autres personnes qui ont vécu quelque chose de similaire. Peut-être que je me sentirai moins folle. Et surtout, moins seule. Cela ne m'est pas arrivé à moi, mais à un ami qui est allé faire une randonnée au mont Lawu, sur l'île de Java, en Indonésie. Le mont Lawu est considéré comme un lieu sacré par les habitants de la région, et beaucoup pensent qu'il s'agit de la montagne la plus hantée de Java, sinon de toute l'Indonésie. De nombreuses personnes s'y sont déjà perdues, certaines n'ont jamais été retrouvées. Je me souviens notamment de la disparition d'un jeune garçon nommé Alvin, qui était monté là-haut avec des amis pour le réveillon du Nouvel An il y a quelques années et qui a disparu sans laisser de traces. Les équipes de secours ont fouillé les pentes pendant des semaines avant d'abandonner. Il aurait été vu pour la dernière fois par d'autres randonneurs près de Pasar Dieng ou Pasar Setan, le marché de Dieng, aussi appelé marché du diable, une clairière près du sommet où de nombreux randonneurs affirment avoir entendu des voix mystérieuses et désincarnées, d'où ce nom inquiétant. Il y a quelques années, donc, mon ami et deux autres randonneurs ont décidé de gravir le mont Lawu. Il existe plusieurs sentiers balisés pour atteindre le sommet, mais le plus fréquenté est celui de Candicheto, car c'est l'un des plus faciles et les paysages y sont absolument superbes. L'ascension y est plus longue, mais progressive, en passant par des forêts de pins, des prairies et autres paysages variés. C'était la première ascension de mon ami sur cette montagne. Les deux autres randonneurs étaient plutôt novices, ils s'étaient rencontrés sur un forum de randonneurs quelques mois auparavant et avaient convenu de prendre le sentier le plus accessible. Ce jour-là, il n'y avait pas foule. À leur arrivée, seuls quelques autres groupes se trouvaient là. Le début du trajet s'est déroulé sans encombre. Très vite, ils ont été rejoints par deux autres randonneurs venus d'une ville voisine. Mais après avoir traversé la végétation dense et passé Pasar Dieng, mon ami a commencé à se sentir étrange, comme mal à l'aise. C'est alors qu'il a remarqué quelque chose de bizarre dans leur groupe. Ils étaient maintenant 6. Quelqu'un s'était joint à eux sans qu'il le remarque. Il a regardé les visages de ses compagnons un par un, mais rien ne semblait anormal. Tous lui semblaient familiers, ce qui était troublant. Impossible de dire lequel n'était pas censé être là, même après les avoir recomptés et observés encore et encore. Et pire encore, il semblait être le seul à avoir remarqué cette présence supplémentaire. Il s'est demandé s'il était en train de se désorienter à cause de l'épuisement ou du froid. Il commençait à voir des silhouettes floues bouger autour d'eux. Il n'avait plus du tout envie de continuer. Toute l'excitation de la randonnée avait disparu. Il ne se sentait même plus capable d'avancer une heure de plus. Mais que pouvait-il faire? Ils étaient déjà à mi-chemin du sommet, et il savait qu'il n'aurait d'autre choix que de redescendre seul s'il voulait faire demi-tour. Il avait perdu ses repères. Il ne savait plus où il était ni avec qui il était vraiment. Quand ils ont enfin atteint le sommet, il s'est effondré au sol. Selon ses compagnons, il est alors devenu délirant et a commencé à tenir des propos inquiétants, parlant d'une chose qui les suivait, de quelqu'un qui les observait dans le brouillard.
Il leur a même dit de le laisser là, qu'il allait mourir de toute façon, et de prévenir ses parents qu'il les aimait. Il leur a fallu plusieurs heures pour le calmer et lui redonner un peu de force. Ils ont décidé de camper pour la nuit, mais personne n'a réussi à dormir. Ils ressentaient tous une présence autour d'eux. Aux premières lueurs du jour, ils ont rapidement démonté les tentes, rangé leurs affaires et entamé la descente. Heureusement, elle ne leur a pris que quelques heures et ils ont pu rejoindre le camp de base sans encombre. Mon ami a dû être transporté d'urgence à l'hôpital. Il avait une forte fièvre, mais il avait survécu à la nuit et était parvenu à redescendre. D'autres, comme lui, n'ont pas eu cette chance. Quelqu'un d'autre a-t-il déjà vécu ce phénomène de « randonneur en trop » ou quelque chose de similaire en montagne ou en pleine nature ? Je conduisais avec mon père en direction du Nevada pour parier un peu sur les playoffs de la NFL. On avait un peu plus d'un quart de réservoir d'essence, et on s'était dit qu'on s'arrêterait à la prochaine station, dans 35 miles. Environ 5 miles après avoir vu ce panneau, on voit un gars marcher sur le bord de la route, du côté des voitures qui arrivent, mais à une distance raisonnable, comme s'il y avait une piste cyclable sur l'autoroute, c'est là qu'il marchait. Il portait un jean, une veste marron et une casquette rouge. On a tous les deux trouvé ça un peu bizarre. D'où venait-il ? Pourquoi marchait-il ? Il aurait pu appeler quelqu'un, non ? Il ne donnait pas l'impression d'être sans abri, mais qui sait ? Mon père et moi avons fait quelques remarques comme ça, puis c'est tout, on n'en a plus parlé. Ensuite, on voit un autre panneau, la station-service est dans 5 miles. Un mile plus loin, qui est-ce qu'on voit en train de marcher au bord de la route ? Ce putain de même gars. Même tenue, même direction. Comme on l'a tous les deux vu, ça a confirmé qu'on n'hallucinait pas. Parce que si une seule personne l'avait vu, elle aurait pu douter. Je l'ai vu approcher au loin, j'ai lentement tourné la tête vers mon père pendant qu'on le dépassait, ça a duré quoi, 10 secondes en tout. Mon père dit alors, c'est le même gars ? J'étais figé, et j'ai juste lâché un « quoi » genre choqué. Je l'avais entendu, je savais que c'était lui aussi. Mais après ça, je n'ai plus rien dit. J'étais juste sous le choc. Et jusqu'à aujourd'hui, évidemment, on n'a toujours aucune idée de ce qui s'est passé. Je vivais à environ 5 km de notre ville. Depuis notre porte arrière jusqu'au centre-ville, il n'y avait que de la brousse. À l'époque, j'avais environ 15 ou 16 ans, et je m'éclipsais presque tous les soirs pour aller en ville retrouver une fille. Sur le chemin pour aller chez elle, je devais passer devant d'anciens terrains de sépulture aborigènes, en plein milieu du bush. Je me déplaçais discrètement, sans lampe torche, parce que je pensais que si tu te baladais avec une lumière, on te repérait beaucoup trop facilement. Mais j'en avais toujours une sur moi, au cas où. Chaque nuit en passant devant ces tombes, j'avais une sensation très étrange, comme si on m'observait. Mais je mettais ça sur le compte de mon imagination. Puis un soir, sans lune, alors que je passais comme d'habitude, cette sensation est revenue. Mais cette fois, alors que je me rapprochais, j'ai entendu quelque chose bouger dans les hautes herbes, juste sur les sépultures. Mais ce n'était pas un bruit de fuite comme le feraient la plupart des animaux. C'était plus lent. De plus en plus inquiétant. C'est devenu tellement oppressant que je n'ai pas pu me retenir. J'ai allumé ma lampe torche en direction du bruit, et tout ce que j'ai vu, c'était 2 yeux rouges qui me fixaient à travers les herbes, à la hauteur d'un homme accroupi. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais toujours pas ce que c'était. Je me répète que ce n'était qu'un kangourou. Mais à partir de ce jour-là, j'ai toujours fait un grand détour pour éviter les tombes. On campait dans la nature sauvage de Géorgie. Il y avait moi, mon père, mon frère et mon pote John. Déjà, dès le départ, l'endroit était un peu chelou. C'était un site de camping communautaire, mais il y avait littéralement personne autour. Les seuls autres types qu'on avait croisés, c'était le ranger, un vieux bonhomme sympa, et le gardien du terrain, un gars un peu spécial, genre déficient mental, mais taillé comme un tank. 2 braves types.
On passe la journée à faire les trucs habituels de camping. Mais il y a quand même une ambiance bizarre. On tombe sur des gravures cheloues sur les arbres, des trucs genre symboles démoniaques. On s'est dit que c'était sûrement des abrutis passés avant nous qui avaient fait ça juste pour faire peur, donc on a laissé couler et continuer notre journée. On a monté le camp, allumé un feu, et la nuit est tombée. On était tranquille, en train de boire des bières et de discuter, quand mon père dit tout à coup « Eh, y a quelqu'un là ». On se retourne vers l'endroit qu'il fixe, et on voit une silhouette. Complètement blanche, comme de l'os. On ne distingue que 2 jambes et 2 bras, aucun autre détail, et la chose ne bouge pas. Là, on commence à se méfier sérieusement. On était tous armés, donc on se sentait globalement en sécurité, mais l'ambiance devient franchement glauque. Mon père relance « T'es perdu ?» Et là, la silhouette devient encore plus brillante pendant un instant. Et juste derrière nous, mon frère balance « Merde, regardez !» On se retourne, et on voit une autre silhouette. Haute, lumineuse. Puis une autre. Et encore une. Jusqu'à ce qu'on soit encerclé par 5 de ces choses, figées, silencieuses, immobiles dans les bois. Et d'un coup, toutes les silhouettes se mettent à briller super fort, aveuglantes, et au même moment on entend un cri lointain, un genre de hurlement étrange et étouffé. Puis, d'un coup, tout s'éteint. Plus de lumière. Plus de bruit. Plus rien. On n'a pas attendu. On a pris nos armes, on a sauté dans la bagnole et foncé direct jusqu'à la station du ranger. Là, on tombe sur le vieux ranger et le gardien du site, et il nous demande ce qui se passe. On lui raconte tout. Et quand on parle des silhouettes lumineuses, il devient livide. Il appelle aussitôt le gardien, qu'on va appeler Gary. Gary commence à raconter lentement, un peu hésitant. Il explique qu'un soir, alors qu'il finissait un boulot un peu après la tombée de la nuit, il a vu les gens de lumière, c'est comme ça qu'il les appelle, et qu'ils l'ont poursuivi. Le ranger nous regarde, complètement paniqué, et dit « J'ai jamais cru qu'il disait la vérité à cause de son handicap. Les gars, ce soir c'est motel, c'est moi qui régale. On fout le camp d'ici. » On est parti avec eux dans un petit motel de la ville voisine. On a passé la nuit là avec le ranger et Gary, à boire un coup tous ensemble, à rigoler un peu, mais en gardant tous cette sensation bizarre dans le ventre. Le lendemain, on est retourné au camp pour récupérer nos affaires. Mais on n'a jamais remis les pieds là-bas. Quelques détails avant de commencer, je vis dans l'extrême nord de la Norvège, ce qui signifie aussi l'extrême nord de l'Europe. Ma maison est bien au-delà du cercle polaire arctique. Pour ceux qui ne le savent pas, cela veut dire que nous avons des étés très courts, pendant lesquels le soleil ne se couche jamais, et des hivers très longs où il ne se lève jamais. Ces mois froids et sombres, en début et en fin d'année, ont naturellement fait de nous un peuple superstitieux. J'ai grandi avec de nombreuses histoires censées nous protéger. Il y a le Stallo, le troll des montagnes qui vole les enfants qui s'éloignent trop de chez eux. Il y a le Milling, que l'on ne voit pas mais qu'on entend, pleurant comme un bébé qui vous suit dans l'ombre. Et le Nok, qui attend sous la surface des lacs et rivières pour noyer les nageurs imprudents. Mon histoire commence quand j'avais 16 ans. Je venais d'avoir mon permis de chasse et, pour mon anniversaire, mon père m'avait offert un fusil. C'était un événement important pour moi, car j'avais toujours accompagné mon père à la chasse, sans jamais tirer moi-même. Mon père, c'est l'archétype du Norvégien du Nord, il connaît tout de la nature, il peut supporter n'importe quel temps ou douleur, toujours avec son humour noir typique. Un jour, il s'est coincé un doigt dans une scie au travail, la peau s'est détachée comme une pelure de banane. Il s'est fait un bandage lui-même et a continué à bosser. Il n'est allé chez le médecin que 2 semaines plus tard, quand l'odeur de son pansement était devenue insupportable. Il a finalement eu besoin d'une greffe de peau et de plusieurs semaines d'arrêt. C'était la période de l'année où le soleil se lève quelques heures le matin. Mon père et moi avons pris la route vers notre cabane. 1 heure de voiture, puis 1 heure de ferry. Il n'y a pas de route pour y accéder, donc le seul moyen d'y arriver, c'est par bateau. Ça veut aussi dire qu'on sait à peu près qui est dans la région. Les gens viennent uniquement pour le week-end,
et le ferry ne fonctionne que les vendredis et dimanches. Cette fois-ci, nous étions les seuls passagers. Je savais donc qu'on allait être seuls tout le week-end. Une fois arrivé à l'embarcadère près de la cabane, j'ai enfin pu respirer l'air pur de la nature intacte. Cet air a toujours eu un effet apaisant sur moi. Là-bas, on laisse les soucis du quotidien derrière soi. Tout ce qui compte, c'est de rester au chaud, en sécurité et de quoi manger. On a sorti la motoneige qu'on garde près du quai et on a rejoint la cabane. Le soir, on a préparé des pièges et le repas du lendemain. Mon père racontait ses vieilles histoires de chasse, et on a partagé un petit verre de whisky comme le veut la tradition. J'ai dormi comme un bébé, bercé par la tranquillité du lieu. Le lendemain matin, on s'est levé tard, juste pour le plaisir de prendre un petit déjeuner tranquille. Ce fut une erreur. Il faut partir tôt en hiver pour profiter des quelques heures de lumière. Mais bon, parfois on a juste envie de paresser. On est finalement parti jusqu'au Lavu, une sorte de tipi d'hiver, qu'on avait installé l'été précédent près d'un lac maintenant gelé. Mon père a décidé de rester là, de chauffer le Lavu, et de préparer le repas pendant que j'irais chasser sur la montagne. J'avais l'habitude de me balader seul dans les environs, donc ça ne me dérangeait pas du tout. Je suis monté à pied, ce qui était difficile à cause de la neige épaisse. Je n'avais pas pris mes skis, j'avais préféré de vieilles raquettes accrochées dans la cabane. Grosse erreur, je perdais un temps fou à avancer jusqu'à l'endroit où je savais que je pourrais trouver des lagopèdes. Après beaucoup d'efforts, je suis enfin arrivé. L'endroit était plein de traces et de crottes fraîches, mais vide. Il avait neigé pendant la nuit et un peu le matin, donc les traces étaient récentes. Pourtant, pas un son, pas un mouvement. J'ai arpenté la forêt sur la montagne pendant une bonne heure sans croiser âme qui vive. Et c'est là que j'ai remarqué ce silence. Celui dont parlent ceux qui ont vécu des choses étranges. Ce silence total et oppressant, comme si tous les animaux avaient fui. Pour la première fois depuis l'enfance, je me suis senti mal à l'aise. Mais je ne comptais pas revenir les mains vides. En marchant, à l'écoute du moindre bruit, j'étais frappé par le bruit de mes pas. Pourtant je pesais à peine 70 kilos, je marchais lentement, avec prudence. Mais chaque pas me semblait trop fort. L'inquiétude montait, alors j'ai décidé de faire une pause, de manger un morceau et de retrouver mon calme. Je suis revenu vers une clairière surplombant le lac. À mesure que j'approchais, je me sentais plus léger, plus apaisé. Je me suis assis sur un rocher, et sorti une barre de chocolat, et j'ai profité du soleil sur mon visage en me moquant de moi-même. Peur de rien, vraiment. C'est là que je les ai entendus. Des pas lourds. Derrière moi, dans la direction d'où je venais. Des pas d'hommes adultes. Ceux qui ont déjà entendu la différence savent, un être humain sur deux jambes ne fait pas le même bruit qu'un élan ou un ours. J'ai cru d'abord que c'était mon père. J'ai appelé. Rien. Les pas continuaient, se rapprochaient. J'ai appelé encore. Silence. J'ai sorti mon téléphone pour l'appeler. Une notification, un message reçu 3 minutes plus tôt. Le café et le déjeuner sont prêts. Les pas se faisaient plus proches. Je savais alors que ce n'était pas lui. Et surtout, je savais que personne, absolument personne, ne devait se trouver dans un rayon de plusieurs kilomètres autour de moi. J'ai bondi. J'ai serré mes raquettes, attrapé mon fusil, et je me suis mis à fuir aussi vite que possible. Je pouvais entendre les pas derrière moi accélérer aussi. Et puis j'ai compris. Depuis le début, cette chose me suivait. C'était elle qui faisait que mes propres pas semblaient si lourds. Maintenant, ses pas et les miens étaient presque synchrones, avec à peine un décalage. J'ai couru, malgré la neige jusqu'aux hanches, les branches me fouettant le visage, les joues rouges de froid. Et toujours ce son, cette présence, à quelques mètres derrière. Mais chaque fois que je me retournais, rien. Quand j'ai enfin atteint le lac gelé, juste en face du Lavu, les pas se sont arrêtés net. Exténué, j'ai marché jusqu'à l'abri. Mon père semblait à peine surpris par mon état. Il m'a tendu une tasse de café bien chaude et m'a demandé si j'avais vu quelque chose.
Trop gêné, trop confus, je lui ai simplement dit qu'il y avait plein de traces, mais pas un seul oiseau. Des années plus tard, je lui ai reparlé de ça, et d'autres choses étranges dans les environs. Sa réponse est toujours plus ou moins la même, ne t'en fais pas, ne pose pas de questions. Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Cela s'est passé l'année dernière, au début de l'été. J'étais avec ma mère, en route pour passer le week-end chez ma grand-mère, qui vit dans une ferme tout au fond de la campagne, au pied d'une montagne, dans une zone rurale de la Caroline du Sud. C'est une région très isolée, avec des routes en mauvais état, à peine assez larges pour que deux voitures puissent se croiser. Les maisons sont aussi très espacées et souvent reculées dans les bois, loin de la route, donc il n'y a quasiment aucune lumière ambiante à part les phares des véhicules. Ma mère conduisait, j'étais côté passager. Il était environ 23 heures, et on était à environ 15 minutes de la ferme, bien enfoncé dans les bois. La radio était presque inaudible, et l'ambiance très calme. On arrivait sur une portion droite de la route, bordée d'arbres denses de chaque côté, quand soudain, une silhouette floue surgit en courant à toute vitesse, juste à la limite du faisceau des phares. Elle allait vite, mais ma mère et moi avons eu le temps de bien la voir, et surtout, on s'est toutes les deux mises d'accord sur ce qu'on avait vu. C'était une créature assez grande, à peu près de la taille d'un être humain, voire plus grande. On n'a pas distingué la tête, mais on se souvient toutes les deux de l'aspect étrange de son corps, segmenté, selon les mots de ma mère, comme si elle était décharnée, avec les côtes qui ressortaient visiblement. La lumière des phares rendait difficile de discerner la couleur, mais ma mère a dit qu'elle l'avait vue sombre, sans poils ou fourrure apparente. Elle avait des membres longs, et elle ne courait pas comme un chien ou un cheval sur quatre pattes. Le mot qui décrit le mieux sa démarche, c'est ramper ou se tracter, elle utilisait ses membres avant pour se tirer vers l'avant, et elle allait très vite. Toutes les deux, on a dit quelque chose du genre « C'était quoi, ça ?» pendant qu'elle traversait devant nous. Et au moment où on est arrivé à l'endroit où elle avait traversé, je me suis retourné pour essayer de l'apercevoir. Et je le jure sur ma vie, la chose s'est redressée. Elle s'est levée et a couru. Pas comme un chien qui se met maladroitement sur ses pattes arrière. Non. Elle était clairement bipède. J'ai crié tout de suite qu'elle s'était relevée, et là, on a commencé à sérieusement paniquer. Honnêtement, j'aurais cru que je perdais la tête si je n'avais pas eu un témoin avec moi. Ma mère est quelqu'un de très rationnel, pas superstitieuse du tout, mais elle était clairement secouée. Elle m'a fait promettre de ne rien dire à ma grand-mère, pour ne pas lui faire peur. Et c'est là que j'ai compris que ce qu'on avait vu était grave. Je devrais aussi mentionner que, à cette période, il y avait eu plusieurs attaques sur des animaux dans la région, bétail, chevaux, etc. Les gens racontaient avoir retrouvé leurs clôtures déchirées et leurs animaux blessés. Je ne crois pas qu'il y ait eu de morts, mais je me souviens qu'au moins quelques chevaux avaient été sérieusement blessés. Il y a eu d'autres événements étranges dans le coin, mais ça, c'est ce que j'ai vécu moi-même. Mon père et mon oncle ont une histoire à raconter, celle de deux jeunes hommes blancs vivant comme étrangers sur une réserve amérindienne. Leur témoignage parle d'une rencontre avec un skinwalker. Ma grand-mère enseignait dans une école sur la réserve, et leur famille y vivait à l'époque dans un certain confort, bien plus que celui des autochtones autour d'eux. D'après ce que je sais, il existe de nombreuses légendes autour de la Navajo Nation. Les non-natifs, surtout les générations plus anciennes, gardent souvent ce qu'ils ont vécu sous silence, surtout vis-à-vis de ceux qui ne font pas partie de cette culture. Pardonnez-moi si je me trompe sur des aspects culturels, spirituels ou traditionnels. Je ne cherche qu'à transmettre une histoire que ma famille ne m'a confiée qu'à voix basse, et peut-être recevoir des échos d'autres personnes ayant vécu dans cette communauté ou souhaitant partager des récits similaires. Mon père et mon oncle ont environ 2 ans d'écart. Ils ont vécu à Navajo Mountain dans les années 1980. Mon père avait entre 10 et 12 ans, et mon oncle était plus jeune. Ils passaient leur temps dehors, à faire du vélo avec leurs amis, tous des enfants Navajo de la réserve. Ma grand-mère, qui se remettait alors d'une relation violente avec leur père, ne surveillait pas trop où ils allaient. C'était une petite communauté. À cet âge-là,
ils ne connaissaient pas vraiment le danger. Et pour deux jeunes garçons blancs sur une réserve, ce n'était pas le danger qui allait les marquer, mais la terreur. Ce soir-là, comme tant d'autres, ils étaient dehors, sans surveillance parentale. Il faisait particulièrement froid, et le ciel était d'un noir profond. Là-bas, en pleine nature, les étoiles suffisent à illuminer la nuit. Mais cette nuit-là, c'était comme si la Terre avait basculé dans une autre dimension. Un vide absolu. Ils faisaient la course à vélo, comme toujours, quand ils ont brusquement freiné en même temps, comme si une force les avait figés. Leurs regards se sont levés ensemble, et à cet instant précis, leurs visages d'enfants insouciants se sont décomposés en un masque de peur pure. Ils sont restés figés sur cette route de terre, cramponnés à leur guidon. Sur leur droite se trouvait une mesa, une colline plate qu'ils longeaient tous les jours. Elle faisait face à la maison familiale, visible depuis la fenêtre de leur chambre. Cette mesa, anodine jusqu'alors, deviendrait pour eux un lieu de cauchemar. Au sommet de cette mesa brûlait un feu. Pas un feu de camp ordinaire, non, une colonne de flammes immenses, aussi haute que la mesa elle-même. C'était irréel, impossible à allumer par une seule personne, ni même un groupe. Et autour de ce brasier, une silhouette noire tournoyait. Une forme humanoïde, dansant, sautant, gesticulant de manière dérangeante. Les amis navajos de mon père et de mon oncle leur dirent que ce n'était pas un rite ou une danse traditionnelle. Un silence lourd tomba sur le groupe. Sans un mot, les enfants navajos firent demi-tour et s'enfuirent chez eux à toute vitesse. Mon père et mon oncle jetèrent leur vélo au sol et coururent en hurlant jusqu'à la maison. Ils se précipitèrent vers leur mère, paniqués, racontant ce qu'ils venaient de voir. Elle les repoussa, leur parlant d'une simple légende locale, les chassant avec indifférence. Cette nuit-là, les deux frères restèrent silencieux dans leur chambre. Ils n'osèrent pas jeter un coup d'œil par la fenêtre. Ils tirèrent les rideaux au maximum, trop terrifiés pour risquer de revoir ce qu'ils n'auraient jamais dû voir. Mais le jour finit par se lever. La lumière pénétra dans la pièce et les libéra un peu de leur terreur. Ils descendirent en cuisine pour tenter à nouveau d'expliquer à leur mère ce qu'ils avaient vu. Mais leurs mots échouaient à retranscrire l'horreur. Ma grand-mère, absorbée par son café et son journal, les écouta à peine. Elle leur lança « Allez grimper là-haut si vous avez si peur que ça ». Les garçons croisèrent leurs amis sur la route, toujours à vélo. Les amis restèrent en bas, silencieux, pendant que mon père et mon oncle escaladaient la mesa. Elle n'était pas très haute, à peine plus qu'une maison à un étage. 2 minutes plus tard, ils atteignaient le sommet. Et ils éclatèrent de rire, soulagés, mais aussi nerveux. Rien. Pas la moindre trace de feu. Pas une cendre, pas une empreinte. Aucun indice qu'un brasier aussi énorme ait pu exister là la veille. Ils redescendirent et racontèrent ce qu'ils avaient vu, ou plutôt ce qu'ils n'avaient pas vu, à leurs amis. Ces derniers les regardèrent, pétrifiés. Aucun ne répondit. Ils tournèrent les talons et rentrèrent chez eux. Et jamais plus ce sujet ne fut évoqué, malgré les questions répétées de mon père et de son frère. Ma grand-mère et le reste de la communauté refusèrent catégoriquement d'en parler à nouveau. Mon père est quelqu'un de rationnel. Il ne croit pas aux fantômes, aux aliens, ni à aucune histoire paranormale. Mais quand je lui demande ce qu'il a vu cette nuit-là, ce qu'il pense être un skinwalker, il devient blême. Il se tait, devient nerveux, presque irrité. Il a fallu que j'insiste beaucoup pour qu'il me raconte tout. Et pendant qu'il parlait, je pouvais voir ses bras hérissés de chair de poule. En 2019, ma grand-mère m'a emmené à Navajo Mountain pour me montrer où elle avait vécu, pour me faire découvrir l'histoire de sa vie là-bas, et comment les Navajos vivent encore aujourd'hui sur la réserve. D'après elle, pas grand-chose n'a changé depuis les années 1980. J'ai marché et exploré ce que je pouvais, sans violer les limites ou manquer de respect au territoire. Mais quelque chose changeait en moi pendant la visite. Mon simple fait d'exister là-bas me paraissait lourd. Comme si je n'étais pas à ma place. Ce n'était pas un sentiment causé par les gens, mais par la terre elle-même. Et puis j'ai grimpé la mesa où le skinwalker avait dansé autour du feu, celle que mon père et mon oncle n'ont jamais oubliée.
Je me sentais normal, jusqu'au moment où j'ai atteint le centre du plateau. Une noirceur étrange s'est insinuée en moi. Je ne suis plus jamais tout à fait redevenu le même depuis ce jour-là. Avec ma copine et un ami, on passait 3 jours dans une yourte située au sommet d'une petite montagne en Caroline du Nord. La yourte était une grande pièce circulaire avec 2 futons et une table de cuisine. Il y avait 2 portes qui donnaient sur une terrasse qui encerclait la moitié du bâtiment. La première porte était au nord, la seconde à l'ouest. Cette deuxième porte était plus proche des futons, tandis que la porte nord servait d'entrée principale. La première nuit, on a fait à manger, puis on s'est écroulé après 9 heures de route. Rien d'anormal. Le lendemain, on a passé la journée à faire de la rando. On est rentré, j'ai cuisiné, on a mangé et on s'est endormi. Cette nuit-là, ma copine s'est réveillée avec une forte intuition, il fallait absolument verrouiller les portes. Elle s'est levée, a fermé à clé, puis s'est rendormie. Elle dit s'être réveillée plus tard, un peu dans les vapes, et avoir vu une silhouette noire assise à la table, juste à côté du lit. Elle a mis ça sur le compte d'un rêve ou d'une hallucination à moitié endormie et s'est rendormie. Le 3e jour, on est encore parti en randonnée et on est revenu au coucher du soleil. J'ai voulu faire un time-lapse du soleil qui descendait derrière les montagnes, alors je suis monté seul tout en haut de notre colline pour installer la caméra, orientée vers la yourte. Pendant ce temps, ma copine et mon pote exploraient un petit sentier derrière les bois. On est tous rentrés et j'ai laissé la caméra tourner pendant qu'on mangeait. Ensuite, je suis retourné seul en haut récupérer mon matos. C'est là que ça a commencé pour moi. Je suis allé pisser près du trépied, et en remettant ma braguette, j'ai été enveloppé d'une sorte d'énergie, une sensation vraiment étrange. D'un coup, j'ai eu l'image claire dans mon esprit de quelque chose qui s'approchait lentement de moi, par derrière, depuis les bois. Comme un brouillard rampant, ou une force qui avançait. Dans ma tête, je voyais une silhouette blanche, comme un genre d'arbre humanoïde qui s'agenouillait puis se relevait, encore et encore. C'était dans mon esprit, oui, mais je sentais exactement d'où venait cette présence. J'ai rassemblé mes affaires et je suis vite redescendu pour la nuit. On s'est couché. Au milieu de la nuit, je me réveille en sursaut à cause d'un énorme coup sur du bois, comme si on avait frappé violemment à la porte nord. J'étais à moitié endormi, je regarde autour de moi, ma copine et mon pote sur le futon à un M50 sont en train de dormir. Je me dis, ok, c'était sûrement rien, et je me rendors. Mais là, je commence à rêver que je flotte dans la yourte, comme si mon esprit errait lentement le long des murs intérieurs, regardant dehors par les fenêtres. J'étais comme un fantôme. Aucune sensation de corps, pas de bruit de pas. Juste moi qui dérivais silencieusement pendant ce qui m'a semblé être des heures. Puis je me réveille à nouveau. À nouveau, cette fois à l'autre porte, juste à côté du futon. J'étais tourné vers cette porte, donc j'ouvre les yeux instantanément, fixant la vitre, recouverte d'un store. Je reste là fixé, tendu, m'attendant à voir quelqu'un, mais rien. Et dans ma tête je me dis, non foutu pour foutu, et je ferme les yeux aussitôt. Quelques heures plus tard, je me réveille une 3e fois. Cette fois, je suis allongé sur le côté. Je n'ouvre pas les yeux. Mais j'entends des voix. Juste derrière la porte. Ce ne sont pas des mots clairs, mais des inflexions, comme une conversation très basse. J'ai eu la conviction immédiate qu'ils étaient 2. Comme si l'un disait à l'autre, « Regarde, tu peux les voir, ils sont juste là. » J'étais terrifié. J'ai jeté un rapide coup d'œil à l'horloge, 5h30 du matin. J'ai pensé une dernière fois, « Nope. Je ne veux pas savoir, » et je me suis forcé à dormir à nouveau. Au réveil, j'ai dit à mon pote, « Je veux pas t'alarmer, mais j'ai entendu des trucs vraiment flippants cette nuit. » Et là, ma copine et mon pote me disent qu'ils se sont aussi réveillés à cause d'énormes coups sur les portes. Le truc bizarre, c'est que chacun de nous, au moment de se réveiller à cause de ces bruits, voyait les 2 autres dormir profondément. J'ai travaillé pour l'Appalachian Mountain Club, au pied du mont Washington, pendant environ 4 mois, il y a environ 1 an.
Et je me suis installé plus au nord il y a environ 2 ans. Depuis, j'ai une peur irrationnelle des bois la nuit. Pour commencer, je crois aux fantômes et à ce genre de choses depuis que je suis enfant, après plusieurs expériences étranges. Mais je dirais que tout a vraiment commencé quand j'ai commencé à travailler au centre d'accueil du AMC. Et si vous ne me croyez pas, je peux vous le prouver, on avait mis des lunettes de soleil sur un raton laveur empaillé au-dessus de la réception, qu'on avait surnommé Chet. Ces lunettes, c'étaient les miennes. Je travaillais principalement au Black Bear Café, le petit resto de sandwich, mais parfois on me demandait de filer un coup de main lors d'événements qui finissaient vers 22h. J'étais assez proche des jeunes qui vivaient sur place, donc j'avais l'habitude de traîner après la fermeture. De temps en temps, quand je faisais l'aller-retour entre les dortoirs et le bâtiment principal, je voyais des lumières dans la montagne. Je pensais que c'était juste des randonneurs ou des campeurs, comme la plupart des gens. Mais une nuit très pluvieuse, j'ai vu des lumières beaucoup plus proches que d'habitude. Elles se balançaient de haut en bas très rapidement. J'ai cru qu'un randonneur était en difficulté, alors je suis allé voir. Mais soudain, la lumière s'est éteinte. Et à la lumière de mon téléphone, j'ai vu une forme sombre, accroupie, une sorte de silhouette humanoïde très noire, penchée. J'ai détalé. Pas question de rester là. Le lendemain, j'en ai parlé au plongeur avec qui j'étais proche. Il m'a dit qu'il avait vu quelque chose de similaire, mais personne ne l'avait cru parce qu'il était encore nouveau. Il me restait 2 mois de contrat, donc j'ai décidé de ne rien dire à personne d'autre. Depuis, je vis près d'une ancienne papeterie. Un bon ami est venu me rendre visite et on a décidé de faire une promenade dans les bois de l'autre côté de la rue. Il était environ minuit, et comme 2 étudiants, on se fichait complètement de dormir. Ces bois sont traversés par d'anciens morceaux de route datant du début des années 1900. Mais il y a un endroit en particulier, je ne sais pas comment mieux le décrire que comme mont terrestre, un cercle presque parfait, sans aucune végétation autour. Et j'ai eu l'impression que ça m'appelait. J'ai ressenti un besoin étrange, presque irrésistible, de m'asseoir sur une grosse pierre au centre. Mon ami m'a couvert, car lui aussi avait un mauvais pressentiment. Au bout d'1 minute, j'ai eu une migraine foudroyante. Et même si je voulais me lever, je n'arrivais pas à bouger. J'étais comme absorbé par quelque chose d'invisible. Au bout d'1 minute de plus, j'ai appelé mon ami pour lui demander s'il voyait quelque chose. Il m'a répondu qu'il voyait une silhouette sombre, accroupie, elle aussi humanoïde, perchée dans un arbre. Il a dû me tirer hors de là, littéralement. Et on a couru hors des bois aussi vite qu'on a pu. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.